Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de la saison 3 du balado de la UQJ. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir Magali Laurent, que je connais depuis quand même quelques années. Mais on va parler d'un sujet dont on n'a pas souvent parlé ensemble. On va parler de comment faire un roman d'horreur efficace. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ces trucs parce que c'est un genre que j'aime bien écrire, mais je vous expliquerai pourquoi j'en lis pas beaucoup. Euh, donc, je vais commencer par vous la présenter parce que moi, je la connais, dans le fond, je l'ai connue, Magali, quelque part en 2018, je pense, parce ben, elle faisait partie du CA de la UQJ avec moi. Elle s'occupait des communications et c'est là qu'on a appris à se connaître. C'est vraiment une personne avec qui j'ai adoré travailler, une personne hyper généreuse de son temps. euh, Ouais, vraiment très gentille aussi, là. Donc, puis à chaque fois qu'on se voit en salon du livre, on est toujours contente de se jaser. Magali Laurent, elle vit à Québec. Elle est maman de deux adolescents et ces adolescents l'inspirent énormément. On va peut-être avoir la chance de vous en parler. Elle se spécialise dans la littérature de l'imaginaire et je dirais même que la dystopie, c'est pas mal, elle, la spécialiste au Québec de ce genre-là. Je connais pas beaucoup de gens qui vont là. Il y a Mathieu Fortin un peu, là, mais puis elle le fait vraiment très bien. Elle a publié 27 romans pour la jeunesse. Elle écrit de la science-fiction, de l'horreur, du paranormal. Elle a aussi écrit du fantastique et des romans plus réalistes. Plusieurs de ses romans ont été finalistes, effectivement, à des prix littéraires. Je vois ça souvent passer sur les réseaux sociaux, dont celui du gouverneur général. Et elle en a gagné quelques-uns. Elle pourrait peut-être nous les nommer, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, elle va nous parler de son livre Bienvenue au parc de l'horreur, qui est publié aux éditions Ozu, qui est pour un lectorat de 10 ans et plus. Et j'ai vraiment hâte qu'elle m'en parle. Donc, Magali, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, ça fait vraiment plaisir. Je suis très contente d'avoir la chance de parler. Puis ce sujet-là aussi, c'est un sujet que je pense qui intéresse beaucoup les gens, là. Le roman d'horreur, on le voit, c'est vraiment un genre qui est en vogue, là, autant chez l'adulte que chez les enfants. Je sais que moi, mon garçon aime beaucoup là, lire des romans d'horreur. Il aime beaucoup la collection noire, les frissons. C'est pas mal ce qu'il lit, en fait. Donc, En fait, je pense que peut-être qu'avant, c'était pas aussi populaire chez les jeunes parce qu'il n'y avait pas autant de romans d'horreur jeunesse. mhm. Tu sais, moi, à mon époque, en France, par exemple, il n'y en avait pas. Donc, quand Non? j'étais ado ou jeune ado, quand j'avais 9, 10, 11 ans, bah, je lisais des romans adultes d'horreur. Il n'y en avait pas en Oh jeunesse. là là, OK. Donc, je ne sais pas si c'est un genre qui plaît plus aujourd'hui ou c'est simplement parce qu'il y a plus d'offres et du coup, ça permet aussi au lectorat jeunesse d'avoir accès à des romans d'horreur qui sont adaptés pour eux. Oui. C'est ça. Oui, parce que adulte Ah oui. et jeunesse, c'est pas du tout la même chose. On s'entend que Non. moi, je lis du roman d'horreur enfant, mais pas adulte. Je suis pas capable parce que je fais des cauchemars horribles et tout, là, je suis très peureuse. Mais effectivement, je me rappelle quand j'étais adolescente, ici au Québec, justement, c'était Héritage aussi qui le faisait, la collection Frisson. C'était des traductions par contre. Ça venait des États-Unis, c'était R. L. Stein, puis en tout cas, il y avait quelques. Il était pas plus, il était plus, pas plusieurs, il y avait quelques auteurs, là. Il était pas nombreux, mais c'était toujours des traductions. Puis dès qu'il y en avait un qui sortait, on se l'arrachait, là. En bibliothèque, là, moi, mon nom, tu sais, fallait mettre notre nom sur une liste, là, tu sais, on se les arrachait, puis c'était ado, c'était particulièrement, c'était pas jeunesse. Puis après ça, il y a eu les passe-peurs, il y a eu comme des collections qui ont commencé pour, là, j'étais plutôt libraire, là, j'étais rendue à l'âge adulte, mais c'est ça, au Québec, je pense que c'est un genre qui a toujours bien fonctionné, mais là, vraiment, il y a comme une explosion, là, pratiquement tous les éditeurs ont leur collection, de romans d'horreur, là, puis les Ouais, jeunes, les arrachent encore une fois, là. exactement. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est fou parce que moi, je fais des animations dans les écoles et au Oui. primaire, surtout là, je vais beaucoup au primaire à parler. Là, je commence à faire du secondaire aussi avec cette animation autour de l'horreur. Et ma première question, c'est toujours, bon, qui ici aime l'horreur? Parce que tu sais, l'enseignante me fait venir, mais je sais pas, moi, Non. qui aime vraiment l'horreur. Et sur une classe de 25 élèves, il y en a au moins 22, 23 qui lèvent la main. Ouais, C'est ouais, ils sont. thématique. Ouais, vraiment. Les premières fois, j'étais vraiment étonnée. Je me disais, waouh, tu sais. Et puis, c'est systématique. C'est vraiment Mhm. un genre qui fonctionne bien. Ouais. Ouais, c'est la même chose pour moi avec les Wendigo quand je demande qui aime les histoires de peur, là. Je demande pas l'horreur, je demande des histoires de peur parce que c'est des légendes, puis
Il y en a quelques-uns qui aiment pas ça, puis je fais toujours la blague, tu sais, qui aime les histoires de peur, fait que la grande majorité lève la main, puis après ça, qui n'aime pas ça, fait que là, il y en a comme trois quatre puis moi, je suis comme, moi, j'aime pas ça, puis là, mais madame, vous en écrivez! Eh oui! Parce que quand t'écris, tu contrôles ton histoire. Oui, C'est c'est ça, vrai. c'est la grosse différence, mais tu sais, du jeunesse, j'en lis, là, avec mon garçon, j'aime ça, là, parce que c'est pas, c'est ça, il y a comme, c'est ça, il y a, il y a comme, c'est plus léger, Mhm. disons-le, là, fait que je suis capable de me Oui, détacher plus que c'est ça, comme par exemple Le pouvoir des ombres, j'ai réussi à le lire, ça va, j'aime ça, j'ai aimé ça c'est du beaucoup, jeune adulte, hein, donc oui, tu sais, oui, c'est pas, j'ai frissonné, j'ai eu peur. J'ai pas fait de cauchemar, par contre, parce qu'il y a une forte. Il y a quand même pas mal de fantastique dedans. Fait que ça m'aide à. Ça aussi, ça m'aide à faire comme c'est pas vrai. C'est correct, c'est pas mais vrai. ce n'est pas un roman d'horreur, puis on va pouvoir en parler après, OK. justement. Puis voir Ah, c'est bon. pourquoi celui-là, c'est pas un roman d'horreur. OK. Et c'est un roman surnaturel, paranormal en fait. Vraiment, c'est Oui, pas oui, un roman oui. paranormal. Donc, on va pouvoir Ah en... oui, oui, il y a une bonne différence, OK. Ben, on va Ouais, commencer par parler de Bienvenue au parc de l'horreur, puis après, on pourra démystifier. Je trouve cette question-là intéressante. Tu vois, moi, c'est tout de l'horreur. Je le connais pas très bien, finalement, je me rends compte, là. Oui. Donc, donc, Bienvenue au parc de l'horreur, qui est publié aux éditions Ozu, ouais, dont la tout page couverture est magnifique. oui, c'est ça, je l'ai ici, vous devez le voir à l'envers. Oui. Non, ça va. Ben, moi, je le vois à l'endroit, fait que je sais Ok. pas, c'est vrai Ouais, que. bah, moi, je me le vois à l'envers. OK. Pour moi, Sûrement que vous le voyez à l'endroit pour ceux qui sont sur YouTube, là. oui. Bon, c'est parfait. Donc oui, la couverture est super belle. Puis vraiment, le rouge. Oui, c'est ça, il est tout rouge, là. Il y a Oui, un manège très. Ben, en tout cas, moi, un manège qui me fait peur, là. C'est comme des balançoires qui tournent là, dans les airs, puis on se ramasse ses côtés, là. Ça tourne vite, exactement. ouais. Exactement, oui, on a une couverture rouge qui est quand même assez frappante, mais une typographie dans le titre qui est assez jeunesse. Donc je trouve Oui, ça oui, oui. ouais, assez intéressant, ça fait pas bébé. Et en même Non. temps, bah, ça fait un lectorat jeunesse quand même. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai construit l'histoire. Ça, c'est du 10 ans et plus. Ouais. Donc, bon, bah, on va quand même toucher un lectorat peut-être de 8-9 ans, hein, parce que généralement, ils sont en avance, certains lecteurs. Donc, je Effectivement. voulais quelque chose qui allait leur plaire à ces lecteurs-là, mais qui ne fasse pas bébé non plus. Oui. Donc, avec une intrigue quand même qui fasse un petit peu peur et assez mature malgré tout. Mhm. Donc oui, la couverture, je trouve qu'elle représente bien ça. J'étais Oh vraiment... oui, on a toujours l'impression que ces chaises-là vont tomber. C'est tout des Oui, petites chaînes, là, tu sais, qui tiennent ça. C'est vraiment. Puis t'es lancé à toute vitesse, là. Je Ah, sais ouais, pas ouais. si ce coup tiré, bah bref, on va pas Ouais. rentrer dans les détails morbides. Mais non, elle est vraiment efficace, ouais. Bah écoute, tu veux que je t'en fasse un petit résumé? Oui, oui, on veut, oui, pour avoir une idée de l'histoire. Ben oui, alors ce sont des triplés Ah oui. oui, qui ont 12 ans et dont les parents ont eu la très bonne idée d'acheter un parc de l'horreur. Oh, ils ont acheté carrément le parc, là. Ils ont acheté un parc OK. de l'horreur qui se trouve en région. En fait, ce parc-là, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est fermé. Donc, il faut le rénover. Donc, quand ils Mm. arrivent, le parc n'est pas ouvert tout de suite. Le roman, justement, se passe au début de l'été et bah, ils s'apprêtent à rénover le parc avant de pouvoir l'ouvrir. Là, je Donc, veux juste arrêter 2 secondes. Un parc de l'horreur, pas un parc voyons, un parc des manèges, là. Je cherche le bon mot, là, mais vraiment un parc de l'horreur. C'est oui, destiné à c'est faire ça. peur aux clients. OK. C'est ça. Et alors, il y a quelques manèges. Oui. Mais ce sont des attractions immersives, hein, vraiment, et qui sont destinées à faire peur. Et OK. justement, dans ce tome-là, parce que moi, j'ai construit en fait cette histoire-là pour idéalement à ce qu'il y ait plusieurs tomes, et chaque tome sera une attraction en particulier. Donc, Ah! c'est ça. C'est comme ça que je l'ai construit. Donc, j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant avec Ozu Québec, parce que je trouvais ça très intéressant de pouvoir explorer chaque attraction. Et dans ce premier tome, c'est dans la forêt hurlante que ça se passe. Et la forêt hurlante, en fait, c'est une forêt assez sombre qui est infestée de zombies.
Mais en fait, ce sont Donc, de faux zombies, bien oui, sûr. oui, oui. Et donc, l'histoire commence avec l'arrivée de notre famille à Horrorville, parce que c'est le nom du OK. parc, Horrorville. Et Tao, qui est mon héros, en fait, bah, lui, il a horreur de l'horreur. Ça part bien. Clairement, ses parents ont vraiment fait la pire chose au monde en achetant un parc de l'horreur. Son frère Vin, lui, est complètement fan d'horreur. D'ailleurs, Tao connaît un peu l'horreur à cause de son frère Vin, qui arrête pas d'en parler. Et au milieu, Camélia, c'est un petit peu la rationnelle du groupe. C'est du trio en fait. Autant Tao a très peur, autant Vin il montre moi j'ai jamais peur et tout ça. Puis Camélia elle est un peu là pour, tu sais, elle tempère un petit peu tout ça. Donc c'est elle qui va apporter un peu le pragmatisme dans l'histoire, qui va essayer toujours de se dire mais non c'est pas possible, il se passe pas vraiment quelque chose parce qu'on peut trouver une explication logique. Mhm. Donc tu sais, elle, c'est un petit peu le rôle qu'elle a dans l'histoire. Donc, le trio arrive avec les parents et ils font la connaissance d'un monsieur qui va les aider, en fait, à réparer le parc. Et puis, ils découvrent leur nouvelle maison. Et la nouvelle maison, qui en plus un petit peu à rénover, qui n'est pas dans un très très bel état, se trouve juste à côté de la forêt hurlante. Ah ben oui. Ben oui, forcément, Ben oui. forcément. Donc déjà, Tao est terrifiée à l'idée de dormir dans cette maison-là. Et pendant la soirée, vient s'ajouter à leur groupe la fille de ce monsieur qui va les aider, qui s'appelle Rose, et qui a à peu près leur âge et avec qui ils vont bien s'entendre. Et au moment de se coucher, les quatre jeunes, bah, ils n'ont pas trop envie, surtout les triplés, là, n'ont pas trop envie d'aller chacun dans leur chambre, même s'ils aiment l'horreur. Je sais pas, à la première nuit, ils décident finalement qu'ils veulent dormir tous les trois dans le salon. Et Rose bah, elle demande si elle peut se joindre à eux. Et juste avant de s'endormir, elle leur dit que elle les prévient qu'elle fait du somnambulisme. Donc ça peut arriver que parfois elle se lève dans le Ah, lit. Si elle marche dans la maison, c'est pas grave, faut la laisser aller et tout ça. tout pour Bien aider. entendu, vous me voyez venir. J'ai déjà peur. Dans la nuit, Tao se réveille et il a entendu des bruits en fait. Et quand il va regarder à la fenêtre, il voit une ombre en chemise de nuit entrer dans la forêt. Et donc, il est persuadé que c'est Rose qui est somnambule et qui est entrée dans la forêt. Il réveille son frère et sa sœur. Et bah, au début, il pense à prévenir les parents. Le truc, c'est que les parents, ben, ils ont un gros fardeau financier sur les épaules. Puis les triplés ont surpris pas mal de conversations. Ils sont quand même inquiets à cause de ce fardeau financier. Donc, ils sont assez stressés, assez angoissés, les parents. Donc, Camélia décide que non, ils vont pas aller réveiller les parents. Ils ont besoin de repos et qu'ils peuvent gérer cette situation tout seuls, tous les trois, comme des grands. Et donc, Mhm. ils vont rentrer dans la forêt hurlante pour retrouver Rose. Sauf que, pour une raison complètement inexpliquée, les automates et enfin, tous les objets de la forêt vont se mettre en route et ils vont avoir comme l'impression que la forêt est comme vivante et qu'elle les empêche de sortir. Donc voilà, Ouf. il va se passer bien entendu tout plein de choses dans cette forêt-là et que je ne vous dirai pas. Il faut Ben lire non. les livres. Il faut lire le livre. Voilà, ça donne le goût en tabarouette. Bon, je sais ce que je vais faire après-midi. Je vais aller acheter ça. Ça a vraiment l'air super intéressant. Wow. Ben, c'est ça, je trouvais ça vraiment cool. Ça faisait déjà un bout que je rêvais de faire un roman sur un parc de l'horreur. Je trouve que c'est Ben un oui. très bon lieu pour faire voilà, il y a tellement d'inspiration. J'ai des attractions qui s'appellent l'Enfer sur Terre. Il y a un parc aquatique qui s'appelle le Marais du Diable. Ah oui. Il y a la Rugissante qui est la fameuse maison hantée, bien entendu. Bref, il y a plein d'attractions comme ça. Je me suis amusée à trouver des noms et tout. C'est vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Combien de tomes ça donne à peu près? Je Cinq? sais pas. Hein? C'est On pas... est parti sur un tome, c'est-à-dire que chaque tome sera vraiment autonome les Ouais. uns des autres. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer celui-là déjà. On va voir ce que ça donne. Et puis, si ce roman trouve son public, il est sorti il y a en août. Donc, c'est Hmm. vraiment tout récent. C'est Là, on n'est récent. pas capable de dire encore comment ça fonctionne. Mais s'il trouve son public, bah, j'ai déjà plein d'idées OK. pour ce roman. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est inspirant comme thème, là. Tu sais, Vraiment. Fait que là, je vais la reposer la question. C'est quoi la différence entre l'horreur et le paranormal et on va y aller avec le fantastique aussi, parce que j'ai mentionné le fantastique. Moi, quand il y a du fantastique dans l'horreur, ça me dérange moins. Fait que probablement que c'est parce que c'est du paranormal, je sais pas. Ça se Oui. peut?
Oui, c'est ça. Peut-être, OK. peut-être. Écoute, moi, la différence fondamentale que je vois, alors après, peut-être que d'autres personnes auront d'autres définitions, mais pour moi, la définition de l'horreur, c'est un roman qui fait peur. C'est-à-dire que quand j'écris un roman d'horreur, mon objectif est de faire peur. Donc, je vais construire mon roman avec cet objectif-là. OK. Quand j'écris un roman paranormal, c'est paranormal, ça veut dire à côté de de la normalité, en fait. Donc, Mhm. c'est là on va voir les fantômes, les esprits, les ovnis aussi, tout ce qui est extraterrestre, toutes ces Oui, choses. oui, oui. Donc, ce sont des événements, des phénomènes qui se produisent dans la vraie vie et qui fait qu'on est légèrement à côté de la réalité. On peut avoir des romans paranormaux qui ne sont pas destinés à faire peur. C'est Oui. pas... Et puis quand j'ai écrit justement Le Le pouvoir des pouvoir ombres. des ombres, c'était pas mon objectif. Le pouvoir des ombres, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se cherche. Oui, elle voit des fantômes, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est isolée socialement. Mais mon objectif, c'était pas de faire peur. Par contre, comme elle voit des fantômes, Ça fait c'est peur. sûr, ça crée des situations qui sont effrayantes. Oui. Donc, moi, je dis que c'est un roman paranormal avec une touche d'horreur à l'intérieur. OK. Et je ne l'ai pas construit pour faire peur. Voilà, c'était pas l'objectif premier. D'ailleurs, Mm. c'est une trilogie et les deux autres Oui. tomes sont construits vraiment de la même manière. Il y a un côté assez enquête aussi dans ce roman-là, qu'on retrouve aussi dans le tome 2. Donc voilà, c'est un peu c'est vraiment la différence que je fais. Après, tu peux avoir des romans paranormaux d'horreur. Ouais, Des c'est ça. romans d'horreur paranormaux. Tu peux avoir des romans d'horreur fantastiques. Donc, tu sais, le fantastique, ben là, on va voir toutes les créatures possibles, fantastiques. C'est vraiment, là, c'est beaucoup plus large. Le fantastique, c'est vraiment quelque chose d'hors du commun qui rentre dans la vie de tous les jours. Mhm. La différence avec le paranormal, c'est que le paranormal, c'est toujours les fantômes, les ovnis, tu sais, tous ces pouvoirs, les pouvoirs, OK. tout ce qui est pouvoir un peu parapsychique. Oui, oui, Le oui. paranormal va toucher ça, que le fantastique, c'est tout le reste, en fait. Ouais, ouais, ouais. Les zombies, les vampires, les loups-garous, tout ça, c'est toutes ces créatures fantastiques-là. Là, on va être plutôt dans le fantastique. Les sorciers, je pense à Harry Mhm. Potter, c'est Harry pareil. Potter, c'est du C'est fantastique, ça. ouais. Donc, on peut avoir un roman fantastique d'horreur Mhm. parce que l'auteur aura eu pour objectif de faire peur. Ça, c'est vraiment son objectif. Euh, Quand on parle, moi, c'est pour ça que quand j'aborde l'horreur dans les écoles, je parle de romans d'horreur au début parce que je réfléchis avec les jeunes à c'est quoi un roman d'horreur. Donc, Mhm. tu sais, je ne vais pas leur dire tout de suite que c'est un roman qui fait peur, c'est la réponse, mais ils trouvent assez facilement ça. Tu sais, ils trouvent, ah, c'est un roman qui fait peur et tout ça. Puis on explique, oui, mais ça fait peur par rapport à qui? Parce que toi, tu vois, tu me disais, bon, bah, moi, je lis des romans jeunesse, ça me fait moins peur. Mais un roman jeunesse va faire peur à un jeune, peut-être. Oui. Puis, selon les jeunes, ça va faire plus ou moins peur aussi. Donc, je trouve ça très intéressant de discuter de ça avec eux parce que eux, pour eux, et puis d'ailleurs, il y a des jeunes qui lèvent pas la main. Quand je demande, est-ce que vous aimez un roman d'horreur? Il y a des jeunes qui lèvent pas la main parce que pour eux, ça va faire ultra peur. Mhm. Au-delà de ça, c'est qu'il y a la dimension de peur d'un roman d'horreur, mais il y a une autre dimension qu'on a parfois tendance à oublier, c'est le dégoût. C'est-à-dire que l'horreur, Ah ça oui. procure soit la peur, soit Oui. le dégoût, soit les deux. En littérature pour adultes, on va aller souvent plus vers le dégoût. C'est ça, je pense que je suis pas capable. Mm. Exactement, mais pas toujours. Moi, mes romans d'horreur, bah, j'ai écrit, en fait, sur mes 27 romans, j'ai 26 romans jeunesse et un roman adulte. Mhm. J'ai publié mon OK. premier roman adulte cette année en horreur. Et moi, je suis pas dans le dégoût parce que justement, j'aime pas les romans d'horreur dégoûtants. C'est pas quelque Mhm. chose qui m'attire. Donc, moi, j'ai plutôt misé sur l'aspect psychologique et la peur plutôt. Donc, tu vois, un roman pour adultes, on peut aussi exploiter la peur en tant qu'auteur. Celui pour adultes, c'est dans le Destination. C'est Destination Ultime, c'est C'est ça le ça. nom de la collection? Ouais, chez Ouais, Dame les Bretagne. catacombes de Paris, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ce sont deux aspects qui sont très intéressants en fait à avoir en tête quand on veut écrire un roman d'horreur et puis en tant que lecteur aussi, de le savoir. Il y a des gens qui détestent l'horreur parce qu'ils ont vu un film ou parce qu'ils ont lu un livre qui était ultra dégoûtant, ou Ouais. alors où il y avait du sexe violent, où on respectait pas les femmes aussi, hein. C'est un autre aspect parfois bon, qui peut choquer. Et ils se sont arrêtés là. Ils se sont dit, OK, l'horreur, c'est ça, donc Ouais. il n'y va plus. Mais non, l'horreur, c'est autre chose. L'éventail de l'horreur est très large. Puis je pense que en tant que lecteur, on peut trouver aujourd'hui facilement aussi un roman qui va nous plaire parce qu'il y a énormément de choses. Ben Voilà. oui. Et ce spectre-là est extrêmement intéressant. Et souvent en jeunesse, on va plutôt miser sur la peur. Le dégoût, on va le provoquer,
mais à petite dose, surtout quand on est dans un public jeunesse, c'est plus jeune. Mhm. Par exemple, le héros va poser sa main quelque part, il va y avoir des insectes grouillants. Tu sais, c'est Oui. ce genre de dégoût-là qu'on va Oui, provoquer. oui, j'avais dans le Windigo, j'avais un pâté chinois, puis la viande avait été remplacée par des insectes. C'est ça. C'est ce Puis, genre de dégoût-là ouais, qu'on va trouver en ouais. jeunesse. On va moins aller dans les viscères qui sortent. Oh non, c'est ça. Tu sais, plus on va monter en âge, plus on va pouvoir s'autoriser, tu sais, à y aller si on a envie aussi. Hein. Mhm. C'est pas tous les auteurs qui ont envie d'aller vers ça. Mais où, et justement, dans la collection Frisson, on a ces paliers-là aussi. Hein. Mhm. Puis on offre des romans qui vont pouvoir satisfaire tous les types de lecteurs en horreur, parce qu'il y a des lecteurs qui, même en jeunesse, qui aiment ça, qui veulent du dégoûtant. Ouais. Mais ça va toujours rester du jeunesse. Donc, ça, c'est important à savoir. Puis souvent, il y a des auteurs parfois qui viennent me voir et qui me disent, ah, j'aimerais écrire de l'horreur, mais je suis perdue parce que je sais pas comment faire. Enfin, il me semble que l'horreur, c'est trop dégoûtant, ça fait trop peur. Donc, tu sais, souvent, c'est là qu'on va réussir à doser pour un lectorat jeunesse. Puis on va aussi jouer beaucoup plus sur l'ambiance. Mhm. Tu sais, ça va être des romans d'horreur d'ambiance un petit peu. Tu sais, on va créer une Ouais, ouais, ambiance ouais. qui fait peur. Je pense notamment aux livres pour les 7-8 ans et plus, tu sais, en frisson, par exemple. C'est vraiment des Ben, romans d'ambiance. il suffit d'un orage, là, puis c'est Oui, c'est exactement. bien, bien décrit et tout ça, là. Oui. Bah Puis, oui, bah oui, parce qu'ils n'ont pas c'est les mêmes dedans. peurs que nous Ben oui, à cet c'est âge-là. ça aussi. Ben oui, puis tu sais, Frisson a sorti une collection pour les 5 ans et plus, une collection pour les 6 ans et plus. Puis là, on va vraiment dans les peurs enfantines. Mhm. C'est la peur de l'orage, la peur. Moi, j'en écris un sur la peur d'être cambriolé, la peur des voleurs. Tu as la Ah peur des oui. chiens, la peur des clowns, la peur des mascottes. Donc, tu sais, on va Mhm. aller vers leur peur à eux. Donc, En dessous du lit. Tout ce qui est oui, en dessous du oui, lit. les créatures sous le lit. Puis même en tant qu'adulte, parfois, on Ah, s'en que oui, oui. Oui, on a oui. encore peur de ça. Mais je te dirais que pour commencer à parler d'horreur, puis vraiment définir, c'est pas toujours évident de la définir parce que justement le spectre est très large, mais on va jouer, c'est ça, sur ces deux aspects-là surtout. Mhm. La Peur peur et et dégoût. le dégoût. Ouais. Et après, libre à chaque auteur de pencher plus vers l'un ou plus vers l'autre Ouais, parce qu'il y a il y a un public pour les deux. Vraiment. ouais. Puis on peut aller c'est ça, dans le fantastique, dans le paranormal, Bien ou sûr. rester dans la réalité, être Bien plus sûr. dans ces cas-là, c'est plus comme un meurtrier qu'on va essayer Ouais. de Ouais. démasquer ou des choses comme ça. Puis il y a souvent, ben, il y a de l'intrigue aussi dans le roman d'horreur, assez souvent. Ben, ce sont Euh, souvent des romans d'enquête, surtout en oui, jeunesse, des romans d'enquête qui font peur aussi beaucoup. Il y a toujours une enquête ou quelque chose. De toute façon, il faut résoudre. Puis souvent, dans les romans jeunesse, bah, ok, est-ce que c'est leur imagination qui leur joue des tours? Est-ce qu'il y a vraiment une créature? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, donc mhm, ça, ce que j'aime beaucoup en jeunesse, c'est jouer sur l'imagination des héros. ouais. Parce que bah, nos lecteurs, nos jeunes lecteurs sont pleins d'imagination. Donc, de jouer sur leur imaginaire et pour brouiller les pistes. Puis que le lecteur Oui. ne sache plus à la fin si, OK, Qu'est-ce c'est qui est vrai? pas vrai. Puis, Mhm, et du coup, bah, tu apportes plus ou moins une réponse à la fin. Et donc, oui, c'est un peu comme une enquête. mhm, c'est vrai. Oui, oui. Donc, t'écris pour tous les âges, tu l'as dit. De l'horreur, fait que là, t'en as même écrit un pour les 5 ans et plus, jusqu'à adulte, finalement, là. Oui, ouais. Tu as parlé des différences aussi, mais y a-t-il quelque chose de commun à tous les romans d'horreur? Tu sais, y a-t-il une espèce de recette? Comment on fait un bon roman d'horreur? Bah, moi, j'ai une technique qui n'est pas la mienne. OK. OK. J'ai lu beaucoup sur l'horreur. Puis moi, ça Mhm. fait très longtemps, hein, c'est depuis l'âge de 11 ans que je lis de l'horreur. Puis j'en lisais pour les adultes à l'époque, parce que justement, il n'y avait pas de roman jeunesse. Puis j'ai toujours rêvé d'en écrire. Donc j'ai lu des trucs d'auteurs, de romans d'horreur et tout ça. Et un jour, il y avait un auteur, je trouvais ça très intéressant, qui parlait de l'escalier de la peur. Ah, L'escalier de la peur. Donc, un roman, tu sais, le schéma narratif d'un roman traditionnel, bon, on parle d'une courbe généralement, mais mhm. ça monte jamais, tu sais, c'est-à-dire ça monte un peu, ça descend, ça remonte un peu, ça descend, tu sais. La tension est un peu par vague dans Oui. un roman. Dans un roman d'horreur, on essaye vraiment de construire, en tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que j'ai vraiment respecté ce conseil-là que je trouvais très intéressant, c'est que je construis mon roman comme si mon schéma narratif était un escalier. Donc, toute l'ossature de mon roman est un escalier. Je monte une marche supplémentaire à chaque chapitre et je fais en OK. sorte que ma tension ne redescende pas. Ah, C'est tout un défi parce que ça ah, implique de partir quand même assez bas
Parfois, moi, je fais de la direction littéraire aussi en horreur et parfois, il y a des auteurs qui commencent très haut, très vite. Donc, je Oh, me dis, faites attention parce que si vous commencez très haut, très vite, il va falloir que vous alliez encore plus haut après. Puis, tu te retrouves un peu bloqué parfois. Donc, on n'est pas obligé de commencer très, très haut, très vite. Pour capter l'attention du lecteur, il suffit d'avoir une bonne intrigue et puis de savoir l'hameçonner par justement une question. Est-ce que, OK, qu'est-ce qui se passe? D'avoir une bonne question à laquelle on va vouloir résoudre en fait. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir tout de suite plein de sang, puis plein de peur dès le départ. Tu sais, moi, je conseille plutôt au contraire OK, de laisser flotter quelque chose au départ, de sentir comme un petit malaise dès le départ quand même. Mais il faut laisser le temps au lecteur de se familiariser avec ton histoire et puis surtout lui laisser le temps de ne pas se rendre compte que la tension augmente. C'est oui, ça oui. qui est fun, c'est que le lecteur, il va être de plus en plus comme dans un malaise lui-même parce que tu as placé ton lecteur dans une situation qui est de plus en plus malaisante, voire effrayante, voire dégoûtante si tu vas là-dedans. Puis ton lecteur, il ne s'en rend pas forcément compte de cette montée-là. Et subtilement, il ressent un malaise à l'intérieur de lui jusqu'au moment où, normalement, tout en haut de ton escalier, on est au climax, le Ouais. fameux climax. Et bien là, il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il est d'une, incapable de lâcher le roman, et deux, on ressent la tension, c'est vraiment. Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment comme ça que j'essaye de construire mes intrigues. Et je lis beaucoup de romans d'horreur. Puis c'est un petit peu quelque chose qu'on va retrouver généralement, qu'on soit en jeunesse ou qu'on soit en adulte. Après, chaque auteur va jouer avec ça. Moi, je suis fan de Stephen King et Stephen King, sa première marche, elle est très longue. C'est-à-dire qu'avant que ça monte, C'est un palier, là, c'est ça. sois patient en maudit parce que C'est vrai. sa première marche, c'est très longue. Il va vraiment prendre le temps de placer ses personnages, de placer son décor. Quand tu es habitué à lire du Stephen King, tu repères les éléments qui vont déraper. Puis c'est ça que je trouve très intéressant chez lui, c'est que il te fait comprendre que, ah là, il y a une maison. Ils ont acheté une maison au bord d'une grande route passante, puis ils ont un bébé qui commence à marcher. Puis, tu sais, cette grande route-là, on en parle souvent qu'il y a des camions qui passent. Puis là, tu es comme, OK, à un moment donné, il y a un des enfants, c'est sûr, cet enfant-là, il va se faire frapper par un camion. Puis, tu sais, il arrive du coup à te placer des indices comme ça, tout en subtilité. Puis, on a l'impression que c'est très lent. Mais tu sais, quand tu en lis beaucoup de Stephen King, tu les repères et ça crée déjà une tension en toi. Moi, Oui, je trouve oui, que oui. c'est un maître vraiment de l'horreur pour ça. Et donc, c'est libre à chaque auteur après de jouer avec ça, puis voilà, de faire monter. Après, tu peux avoir une grande marche. Tu sais, d'un seul coup, tu fais monter Très la haut, tension, ouais. puis après, tu la montes plus lentement, puis d'un seul coup. Puis je pense que chaque auteur vraiment a sa personnalité là-dedans. Mais c'est peut-être quelque chose que je retrouve, tu sais, pas mal. La tension, elle va monter vraiment de manière Mhm. continue. Ouais, c'est un des éléments qu'on retrouve assez souvent. Et puis, bon, bien entendu, le rite initiatique du héros, on va très souvent avoir un héros qui, par l'horreur, va apprendre à se dépasser, Mhm. surtout en jeunesse. En adulte, il peut se dépasser, mais une fois sur deux, il va mourir ou ou alors il va finir psychologiquement très instable. Ouais, c'est ça, ça le fait pas évoluer vraiment. Pas vraiment. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui va. On a des variantes, c'est sûr, mais en littérature pour adultes, ça finit rarement bien un roman d'horreur. Mhm. C'est qu'un roman jeunesse, je dirais jusqu'à 12 ans et moins. Tu sais, vers 12 ans et moins, généralement, ça finit pas trop mal. Tu sais, bon, parfois, il peut y avoir quelques blessures ou il peut y avoir. Mais généralement, on fait en sorte que ça se finisse bien quand même. Mhm. Au-delà de 12 ans, on peut commencer à se lâcher un peu plus. Il peut y avoir une fin, tu sais, mi-figue, mi-raisin. On peut commencer. Mais ça, c'est un peu aussi la variante, tu sais, qu'on peut trouver en jeunesse. On essaye de pas trop les traumatiser non plus. Non, c'est ça. Quand on est adulte, là, puis ce que je dis parfois aux jeunes que je rencontre, parce qu'ils me disent, ah, vous avez écrit un roman pour adultes, tu sais, ils ont 11 ans, là, 10 ans, 12 Mhm. ans. Puis j'ai dit, ok, oui, alors déjà, dans les romans pour adultes d'horreur, on peut trouver du sexe. Donc, du Ça sexe dans va. un roman d'horreur, c'est parfois malaisant, mettons. C'est Même pas si c'est consenti. ça. Tu sais, dans les catacombes de Paris, moi, il y a du sexe, c'est consenti. Moi, je suis pas fan des viols et tout ça. C'est pas quelque chose dans lequel je rentrerai, mais c'est du sexe consenti, mais dans des situations malaisantes.
Donc, je leur Mhm. dis, bah, vous n'êtes peut-être pas prêts à lire ce genre de choses. Et puis, je leur explique tout simplement que bah, si vous allez dans cette direction-là, si vous choisissez ces romans-là, ben, attendez-vous à en ressortir quand même avec, pas un traumatisme, mais en tout cas, l'histoire va vous rester dans la tête vraiment longtemps parce que ça finit souvent mal. Puis ça finit Mhm. mal autant au niveau corporel parfois que psychologique. On va vraiment rentrer beaucoup plus dans la psychologie en horreur pour adultes. Et c'est peut-être Ouais, pour ça qu'il y j'étais en avait... train de penser à ça. J'ai lu Misery, peut-être un peu trop jeune. Oui, ah non, celui-là est juste incroyable, Ah, c'était vraiment mais à dégueulasse. quel point on rentre dans la psyché d'une malade mentale. Ah, Je veux dire, c'est sûr que ça laisse des traces. En tant que ouais, lecteur, là, on ne peut pas sortir d'une lecture comme ça sans y penser après. non. Ça laisse vraiment des traces. Et moi, ça fait partie des romans que je préfère, justement. Quand on va aller fouiller la psychologie du personnage, Stephen King est juste extraordinairement bon pour ça. Il te prend des personnages, ce qu'il y a de plus normaux, et en fait, il rentre à l'intérieur de leur tête et il te fait comprendre que même si tu te crois normal, tu ne l'es pas. Ouais, ouais, c'est Il y a ça. de l'horreur dans ta tête. Tu sais, puis c'est ça, c'est que l'horreur est là dans le quotidien. Et je pense que c'est en tant qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice, c'est ce que je préfère. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, j'ai lu ça jeune adolescente, Misery, puis il y a Cimetière vivant aussi dont tu viens de parler, là, la Et scène, j'ai justement, arrêté, je l'ai pas terminé, j'ai fait non, c'est pas pour moi. Ce Cimetière temps-là, est j'ai très décidé que c'était pas pour moi, malaisant. tu sais. Cimetière J'étais est très trop malaisant. jeune. C'est ça que, comme je disais, Stephen King, c'est très long à arriver, mais quand il décide qu'il tombe dans l'horreur, là, ça déboule. Ouais, Puis ouais, c'est ça. ça déboule et puis ça déboule à une vitesse vertigineuse. J'ai relu Shining dernièrement. Je me suis offert une édition collector parce que c'est un de mes romans préférés en horreur. Et c'est très lent, très très lent. Mais quand on tombe dans l'horreur, là, c'est... Puis il a tellement bien mis la table, il a Ouais. tellement bien préparé le lecteur que en fait, c'est terrifiant. Même si Mhm. on voit des choses beaucoup plus terrifiantes aujourd'hui, terrifiantes et dégoûtantes et écœurantes et tout ce que tu veux à la télé ou même en livre, en roman, ça n'empêche que pour moi, ce sont les romans les plus effrayants. Parce que Mhm. t'as tellement préparé à l'horreur qui allait suivre. Et c'est pas un horreur sanguinolent forcément, mais c'est terrifiant. Non, c'est Ouais. vrai que c'est très psychologique. Entre Misery, c'est très, très psychologique. Ça me fait penser, on a parlé comme de l'escalier, Mhm. mais tu sais, quand on écrit un roman, normalement, il y a une... ça redescend, tu sais. Il y a comme un Oui, climax, puis là, on redescend ben, tranquillement ou plus ou moins, là. Mais dans l'horreur, c'est un escalier, donc est-ce que la finale reste en haut ou est-ce qu'on redescend on redescend pas l'escalier, mais si on le redescend, ça doit être une suite, je sais pas. J'essaie de voir où est la finale là, dans l'escalier. C'est en haut? ouais, dans les miens, Hmm. le dénouement, c'est sûr que le dénouement, c'est la dernière marche, toujours. Tu sais, bah, Oui, c'est oui, généralement comme ça dans un schéma narratif traditionnel. Tu sais, oui, t'arrives en c'est haut, ça, le le dénouement est là. climax, c'est le dénouement. C'est généralement là, Ouais. c'est la confrontation avec le méchant, le sociopathe, tout ce que tu veux, la créature fantastique, peu importe. Et bah, justement, ouais, souvent, je vais avoir un dernier chapitre. Oui, Donc, ma situation finale, donc j'ai une situation finale, surtout bah, en jeunesse, même dans les catacombes de Paris. Donc, il y a une situation finale et elle est toujours en demi-teinte. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a eu une résolution, mais dans mes romans jeunesse, j'aime bien laisser flotter un doute. C'est-à-dire que le héros pense que, ah ok, par exemple, dans le cri de l'océan, ah ok, bah finalement, on sait ce que c'est. C'est pas une sirène maléfique qui vole les ok. habitants, les offrandes des habitants du village. Ah bah c'est pas une sirène maléfique, on a trouvé ce que c'était, nan, nan, nan. Sauf que dans le dernier chapitre, donc la situation finale, mon héros, qui pense que tout est réglé, d'un seul coup, il entend une voix provenant de la mer. Et voilà, donc tu sais, j'aime bien terminer sur, je dis, mon petit kick de fin. L'espèce de fin ouverte là, qu'on voit En souvent. fait, ouais, c'est ça, c'est juste pour prolonger l'horreur. Puis, je sais qu'il y a des lecteurs qui tripent moins, mais il y a une résolution à mes intrigues. Oui, c'est Je ça. ne vais pas laisser une fin, ah ben maintenant débrouille-toi, puis c'est toi qui dois choisir la fin. Non, non, il y a une fin, il y a une vraie résolution. Mais j'aime bien laisser un petit kick de fin, juste pour que le lecteur, il ait un dernier Ah, petit frisson à la fin. Tu sais, je me sens finalement, les derniers mots. ouais, ouais, c'est ça. Puis, dans les catacombes, bon, on s'entend que c'est un livre pour adultes, donc je ne vais pas le faire de la même manière. Mais bah, les personnages qui s'en sortent dans le dernier chapitre, je montre à quel point vont être
impacté psychologiquement. L'histoire se termine pas là. Tu sais, oui, il y a une résolution. Puis là, j'ai fait un épilogue où tu découvres tout ce qui s'est passé, en fait. Ok, Donc, oui. dans le dernier chapitre, finalement, il y a plein de lecteurs qui font, je savais pas qu'il y avait un épilogue. Et du coup, le dernier chapitre, je fais, mais j'ai pas compris, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a un épilogue qui explique tout. Ah, ok. Mais dans le dernier chapitre, ben, tu te rends compte que, OK, ces personnages-là s'en sont sortis, mais Mais s'en sont non. pas indemnes. Puis donc, tu peux imaginer ce que va être leur vie après. Donc, je crois que ça, c'est aussi une des caractéristiques de l'horreur, c'est que ton héros, dans son parcours initiatique, bon, dans d'autres romans, il va y avoir un parcours initiatique aussi, il va se découvrir une force ou réussir à vaincre une faiblesse ou une peur ou je sais pas. Bon, généralement, à la fin, il reprend le cours de sa vie avec cet atout supplémentaire, etc. Dans l'horreur, le héros s'en sort pas indemne. Même s'il s'en sort, il s'en sortira pas indemne, quoi qu'il en soit. Mhm. Et c'est intéressant. C'est un peu ça la vie. Tu sais, Oui, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens aiment autant l'horreur, c'est que c'est une façon d'extérioriser ses propres peurs de manière sécuritaire. Hein, oui, c'est un livre. absolument. Donc, et c'est pour ça que les jeunes aiment autant ça. Surtout dans une société où on essaye de les surprotéger de plus en plus. Tu sais, peut-être que c'est aussi une façon d'aller explorer leurs peurs, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire dans la vraie vie. Hein, on s'entend qu'on n'envoie plus nos enfants dans la forêt avec un couteau à 12 ans pour aller tuer un ours. Donc, c'est peut-être une On est façon loin de là même. de se confronter à leur peur de manière sécuritaire et puis bah, de comprendre que bah, la vie, c'est ça. On vit des épreuves et on s'en sort pas forcément indemne, mais on s'en sort. Puis, tu sais, donc, je trouve que l'horreur a beaucoup plus à apporter que ce qu'on pourrait penser. Sur le plan Mhm. psychologique, tu sais, pour nos jeunes et tout ça. Moi, je conseille souvent, quand les parents viennent me voir en salon du livre avec leurs jeunes, je fais lisez-le aussi, puis Ouais, discutez-en à la fin. Quand vous avez fini votre lecture, parlez-en, parce que c'est super intéressant aussi de voir comment, en plus, en tant qu'adulte, on ne voit pas forcément les choses comme un jeune, puis on ne va pas forcément accrocher sur les mêmes éléments de l'histoire. c'est Donc, vrai. c'est très intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Oui, oui, ben oui, mais je me souviens oui, même plus de ta question, tellement c'est intéressant. J'ai oublié la c'était le question. dernier, oui, c'est ça, ce que ça, la situation Ah oui, finale. la C'est situation ça. finale, c'est ça, la situation finale. Puis là, ça m'amenait, puis là, c'est parce que là, tu as parlé d'épilogue, mais on voit ça aussi souvent en horreur, un espèce de, ben pas un espèce, un prologue, mais où on est avec, comme dans le passé, où, puis on a un climax tout de suite, là. Tu sais, il y a comme une Ouais, espèce mise en bouche, je sais pas comment l'appeler autrement, là, mais euh, puis on voit ça aussi dans les films, des fois, là, tu sais, une scène de crime, puis là, après ça, oups, là, on tombe dans le bas de l'escalier, tu sais. c'est ça. Puis là, on monte, puis tout ça, mais c'est ça, quand tu me parlais de ça, je dis, ouais, mais des fois, ça commence rough, un roman Mhm. d'horreur. Mais, Oui, tu sais, mais mais souvent, souvent, c'est un prologue. souvent, ce qui va se passer, puis on voit ça souvent en roman pour adultes, c'est que on, on sait que les premières marches vont être un petit peu plus longues, par exemple. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre en place notre décor, nos personnages. On sait que notre intrigue va nécessiter cela. Mais on a des lecteurs qui sont là pour lire de l'horreur, donc pour vibrer, pour tu sais, ressentir des émotions fortes. Donc on leur met un prologue pour leur dire, tu sais, regarde, là, tu sais, là, OK, t'as ressenti la peur ou t'as ressenti quelque chose, sois patient, ça s'en vient, puis ça va être pire encore. Mais Tu sais, oui, c'est ça, parce que c'est pas le. Ouais. c'est vraiment une mise en Ouais, bouche, ouais. Ouais, comme ouais, tu as c'était le dit. bon mot. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, puis souvent, ben, tu sais, on va pas faire un prologue pour faire un prologue, hein, juste parce qu'on a besoin d'en faire un. Le prologue, il a son utilité aussi. Puis moi, c'est drôle parce que moi, j'ai fait la totale avec les catacombes de Paris. J'ai un prologue, un épilogue. OK, ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose que je fais de manière systématique, un prologue. Mais je trouvais ça intéressant parce que comme on apprend juste à la fin, dans l'épilogue, qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement, moi, dans ce roman-là, j'ai vraiment joué avec mes héros, mais à 150%. Et bah, du coup, le prologue me permet de placer quelques billes. Et quand le lecteur lit l'épilogue, il fait comme ah, et puis tu sais, il retrouve du prologue, tous les éléments du prologue, en fait, prennent leur sens à travers l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais quels que soient les romans que j'écris, Ouais, ouais. c'est que je place des indices, que le lecteur, il fait comme OK, je vois pas trop le rapport, ou tu sais. Puis au fur et à mesure de sa lecture, il fait comme ah, OK, oh, je
comprends C'est des pourquoi vies. ça, puis je comprends du coup la psychologie du personnage par rapport à ce qui a été dit dans le prologue. Puis là, je l'étire jusqu'à l'épilogue. C'est vraiment jusqu'à chon. J'étire ça. Donc, on s'amuse. Mhm. Je pense que c'est le but premier aussi quand on écrit. Oui. Ah oui, Ouais. absolument. Puis tous ces éléments-là, prologue, épilogue, l'escalier de la peur, le schéma narratif, enfin, c'est autant d'éléments avec lesquels on peut jouer, qui vont faire que chaque roman va être original et différent, parce qu'on va Mhm. tous jouer d'une manière différente avec ces éléments-là. Et c'est ça, c'est un vaste terrain de jeu là, pour faire peur ou faire rire. Moi, j'ai écrit mes premiers romans où il fallait que je fasse rire. C'est compliqué aussi. Non, non, c'est pas facile, C'est effectivement. compliqué. C'est compliqué. La peur, finalement, il y a quelques petites recettes. Tu sais, des petites recettes pour faire peur, surtout en jeunesse. Euh, Moi, je partage, bah, j'ai fait une petite conférence là, pour la EQJ là, Oui. en visio, justement, où je donne des trucs pour écrire un roman d'horreur jeunesse. Donc, il existe des trucs quand même que tu vas utiliser. Tu sais, il y a des codes dans le genre. Ouais. Pour faire rire, oh, tout. Je partais un peu de rien, mais je suis comme, OK, comment on fait rire? Oh, il y a des codes aussi, mais c'est ça. C'est totalement différent. Il Ça n'a faut. rien à voir. C'est Ouais. pas facile. Mais susciter la peur, c'est pas évident non plus. C'est Non, pas non. facile. Ouais, pour pas que ça paraisse grotesque ou tu sais, cousu de fil blanc, tu sais, que tu vois les choses arriver, tout ça, ça demande du travail. Oui, oui, oui. J'imagine que ça prend un plan. Tu travailles avec un plan ou pas Ouais, pas mal un nécessairement? roman d'horreur. Ouais, Ouais. alors c'est assez étonnant parce que je fais pas de plan pour mes autres romans. Les autres genres littéraires, j'aime pas trop Non, travailler c'est avec ça. un plan. Mais en horreur, j'en fais un que je suis À 40 peu près. À peu près. à peu près. Mais l'escalier de la peur nous oblige quand même à placer des balises plus que dans mes autres romans. Tu sais, je sais que comme la tension doit monter, je dois au moins avoir des balises. Savoir que, Mhm. OK, là, j'ai une scène en tête, puis celle-ci, elle va me permettre de faire monter la tension, puis celle-ci ensuite. C'est toujours une question que je me pose à chaque chapitre. OK, dans ce chapitre-là, comment je peux réussir à faire plus peur ou à faire monter la tension? C'est toujours la question qui revient, systématiquement. Donc c'est important. Puis, c'est pas inné. Tu sais, moi aussi, j'ai mes premiers romans d'horreur, tu vois, mon premier en tout cas, qui était Brume macabre pour les 9 ans et plus. Euh, OK. la direction littéraire a été touchée parce que je comprenais pas ce que c'était un roman d'horreur jeunesse. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas comment on faisait peur. Donc bon, j'avais un schéma narratif un peu en vague et mon Ben éditeur, oui. un super éditeur en fait, mon super éditeur m'a fait comprendre ce que c'était. Donc, c'est pas instinctif, c'est pas quelque chose, même si on en lit, Non. c'est ça, ça s'apprend avec le temps. Ouais. Parce que là, je suis en train de me demander si je l'ai utilisé ou pas. Si je l'ai fait, c'était vraiment pas non. Instinctif. C'est la première. Oui, je connaissais pas l'escalier de la peur, là. Je suis contente d'avoir appris ça. Écoute, c'est déjà le tout. Ben oui, Je regarde l'heure, j'ai d'autres questions, mais c'est déjà tout. on se reprendra. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je suis certaine aussi que nos auditeurs vont avoir trouvé ça super intéressant. Magali a écrit beaucoup, beaucoup de romans. Je vais mettre sous la vidéo ou sous dans le balado, dans le descriptif de la balado, dans le fond, le lien vers un site web. Oui, Le lien aussi vers les libraires, vers la page des libraires là, pour vous procurer tous ces romans. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. On c'est vous ça, vous effectivement. invite à aller les découvrir. Magali, merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à toi. Oui, Merci beaucoup. à une prochaine. À une Bye. prochaine. Salut.